bienvenue dans ce grand format dédié à l'exploration de l'esprit. Tout au long de cet épisode, nous allons naviguer entre neurosciences, philosophie et traditions millénaires pour tenter de cerner ce qui définit notre humanité, la conscience. Pour commencer ce voyage, tournons-nous vers l'expérience la plus immédiate. Entrons directement dans le vif du sujet en nous posant une question simple. Que se passe-t-il lorsque l'on s'arrête vraiment pour observer ? Aujourd'hui, on va s'aventurer ensemble au cœur d'un des plus grands mystères qui soit, la nature même de la conscience. Mais attention, pas comme un concept philosophique abstrait, non, plutôt comme une expérience vécue, la chose la plus intime qui soit. Alors plongeons directement dans cette exploration. Voilà, juste un moment. Mettons de côté ce qu'on faisait avant et ce qu'on prévoit de faire juste après. L'invitation est toute simple, être là, juste présent. Parce que c'est dans cet instant précis et nulle part ailleurs que tout se joue. C'est ici le point de départ de notre petite enquête. Commençons par le commencement, par la base. Le tissu même de la réalité telle qu'on l'expérimente, l'expérience immédiate. Qu'est-ce qui est présent là tout de suite ? Eh bien, il y a le son de cette voix qui parvient aux oreilles, la sensation du corps, son poids, le contact avec le siège, les formes, les couleurs qui bougent sur l'écran. C'est ça, c'est le contenu de la conscience en ce moment même. Mais c'est là que la question devient vraiment fascinante. Imaginez un instant qu'on puisse retirer tout ce contenu. Hop ! Plus de son, plus de sensations, et même plus de pensées qui commentent tout ça en permanence. Qu'est-ce qui resterait au fond ? Ce qui reste, c'est la conscience elle-même. Pas une pensée, pas une émotion, non, mais l'espace, le champ silencieux et ouvert dans lequel tout le reste apparaît et disparaît. Les philosophes ont un nom pour ça, la conscience phénoménale. C'est le fait simple et assez vertigineux qu'il y a quelque chose que ça fait d'être en vie, en ce moment. Ok, maintenant passons de l'expérience directe à l'énigme intellectuelle. Parce que si l'expérience de la conscience est la chose la plus proche de nous, son explication, elle, est peut-être la plus lointaine qui soit. C'est ce qu'on appelle le problème difficile. Ici, il faut faire une distinction qui est absolument cruciale. La science, elle est brillante pour résoudre ce que le philosophe David Chalmers appelle les problèmes faciles. Vous savez, cartographier les zones du cerveau, comprendre comment l'information circule, ça, on avance. Mais le problème difficile, lui, reste entier. C'est la grande question, pourquoi ? Pourquoi est-ce que toute cette mécanique neuronale produit une expérience intérieure ? Et cette question fondamentale, elle nous mène à deux grandes façons de voir les choses. Est-ce que la conscience est une petite création locale de notre cerveau ou bien quelque chose de bien plus vaste ? Alors, d'un côté, on a la théorie matérialiste classique, le cerveau produit la conscience, un peu comme une locomotive produit de la vapeur. C'est un sous-produit de la complexité de la matière. Et puis de l'autre, il y a une idée beaucoup plus radicale. Et si la conscience était fondamentale, comme l'espace ou le temps ? Dans cette vision, le cerveau ne crée rien du tout. Il agit plutôt comme un récepteur, une sorte de filtre qui capte et module un champ de conscience universel pour créer notre expérience individuelle. Ces théories sont passionnantes, bien sûr, mais elles nous ramènent finalement à une question beaucoup plus personnelle, une interrogation qui, au fond, ne demande pas une réponse intellectuelle, mais plutôt une écoute intérieure. La métaphore est simple, mais elle est puissante. On passe notre vie à s'identifier au contenu de notre expérience. On est nos pensées, nos émotions, nos réussites, nos échecs, mais est-ce qu'on est vraiment ces images qui passent sans cesse ? Ou est-ce qu'on ne serait pas plutôt l'écran lui-même, cet espace immuable sur lequel tout ça est projeté ? Dans les traditions contemplatives, on parle de la conscience témoin. C'est cette dimension de l'être qui peut observer la tristesse apparaître et disparaître, sans pour autant devenir cette tristesse. C'est une présence silencieuse qui ne juge pas, qui est simplement là. Et voilà le point crucial, si on peut prendre conscience de ses propres pensées, si on peut observer ses émotions et même observer ce sentiment d'être un moi, alors qui ou quoi est cet observateur ultime ? N'est-ce pas la preuve qu'on est quelque chose de bien plus vaste que le simple contenu de notre esprit ? Il n'y a pas de réponse toute faite à donner ici. Le but n'est pas du tout de conclure, mais au contraire d'ouvrir une porte. C'est une invitation à continuer l'exploration par soi-même. Cette citation, elle résume parfaitement ce changement de perspective. On arrête de voir la conscience comme un objet, une fonction qu'on a, pour réaliser qu'en fait c'est la nature même de ce qu'on est. C'est le fondement, ce n'est pas juste une caractéristique. L'invitation, donc, elle est toute simple, c'est de basculer ne serait-ce que pour quelques instants, chaque jour du mode « penser à propos » au mode « ressentir directement ». L'idée, ce n'est pas de trouver la solution intellectuelle au mystère, c'est d'incarner, de vivre pleinement ce mystère que nous sommes. Que se révèle-t-il alors lorsque le bruit incessant des pensées s'apaise ? Cette question nous pousse à examiner de plus près le duel entre la science et la métaphysique. Pour poursuivre cette enquête, confrontons maintenant les deux grandes visions qui tentent d'expliquer d'où vient cette mystérieuse lueur intérieure. Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de notre tête ? On s'attaque à l'un des plus grands mystères qui soit, la nature de la conscience. Voilà la grande question, d'où est-ce que ça vient, la conscience ? Est-ce que c'est, juste un produit de notre cerveau, une sorte de programme qui tourne ?
Ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus fondamental? En fait, il y a deux grandes visions du monde qui s'affrontent là-dessus et on va essayer de les décortiquer ensemble. Alors, voilà notre plan de route. On va commencer par la vision scientifique dominante, puis on regardera ses limites. Ensuite, on explorera une alternative, assez radicale vous allez voir, et pour finir, on utilisera quelques métaphores pour que tout ça soit un peu plus clair. Allez, on commence par la vision la plus répandue, celle que la plupart des scientifiques défendent aujourd'hui, l'idée que le cerveau est, en quelque sorte, le grand architecte de toute notre réalité intérieure. L'idée de base, elle est aussi simple que puissante. Dans cette perspective qu'on appelle matérialiste, il n'y a pas d'esprit séparé, pas de fantôme dans la machine. Non, la conscience, c'est une activité biologique, un processus physique, exactement comme la digestion ou la respiration. L'esprit, c'est tout simplement ce que le cerveau fait. Bon, mais comment des cellules du physique peuvent créer une expérience du subjectif? Le concept clé ici, c'est celui d'émergence. C'est l'idée que le tout peut devenir bien plus que la simple somme de ses parties. Une seule molécule d'eau. Dollar au dollar, elle n'est ni mouillée ni fluide. Mais mettez-en des milliards ensemble, laissez-les interagir et une propriété complètement nouvelle apparaît, la fluidité. Elle émerge de l'interaction. L'hypothèse, c'est que la conscience émergerait de nos neurones de la même manière. Du coup, l'objectif ultime de cette vision qu'on appelle réductionniste, c'est de se dire qu'une fois qu'on aura cartographié chaque neurone, chaque connexion, eh bien le mystère de la conscience sera résolu, il n'y aura plus rien à expliquer. C'est une vision très élégante qui a d'ailleurs permis des progrès incroyables en neurosciences. Pourtant, cette vision, aussi puissante soit-elle, elle se heurte à un mur. Un problème si profond, si fondamental, qu'on a dû lui donner un nom spécifique. C'est le philosophe David Chalmers qui a fait une distinction qui est devenue cruciale. D'un côté, il y a ce qu'il appelle les problèmes faciles. Facile, c'est un grand mot, mais disons ce sont des problèmes techniques, comment le cerveau traite l'info, contrôle un mouvement. Et de l'autre, il y a le problème difficile. Pourquoi est-ce qu'on ressent quelque chose ? Pourquoi tout ce calcul neuronal ne se fait-il pas dans le noir, de manière inconsciente comme un ordinateur? C'est ce qu'on appelle le fossé explicatif. Imaginez, même si on pouvait observer en direct l'activation de chaque neurone quand une personne se cogne l'orteil, ça n'expliquerait toujours pas la sensation de la douleur. Le pourquoi ça fait mal, le fait physique et l'expérience vécue semblent appartenir à deux mondes complètement différents. Pour pousser le bouchon encore plus loin, les philosophes ont imaginé une expérience de pensée un peu étrange, le zombie philosophique. Imaginez une copie parfaite d'une personne, atome pour atome. Cette copie parle, agit, réagit exactement comme un humain, mais à l'intérieur il n'y a personne. C'est le noir complet, aucune sensation, aucune expérience. Le simple fait qu'on puisse imaginer une telle créature, ça suggère que la conscience est une sorte d'ingrédient en plus qui n'est pas totalement expliqué par le simple agencement de la matière. Alors, face à cette impasse, une autre vision beaucoup plus radicale propose de tout retourner, de renverser complètement la table. Et si on s'était trompé de question depuis le début? Et si la conscience n'était pas un phénomène tardif, un petit accident de l'évolution apparu dans le cerveau de certains animaux, mais qu'elle était aussi fondamentale que l'espace, le temps ou la gravité? Cette idée, en fait, elle n'est pas si nouvelle. On la retrouve dans des théories comme le panpsychisme qui imagine une forme de conscience même dans les particules élémentaires. On la trouve aussi dans des traditions spirituelles très anciennes, comme l'Advaita Vedanta en Inde qui affirme que la conscience est le tissu même de la réalité. Pour résumer, la vision classique c'est celle de la matière inerte, des atomes sans esprit qui, en devenant de plus en plus complexes, finissent comme par magie par s'allumer et créer la conscience. Et voici l'inversion totale, ce n'est plus la matière qui crée la conscience, c'est la conscience qui est la toile de fond, le champ fondamental sur lequel la matière elle-même se dessine et apparaît. Ok, c'est une idée assez vertigineuse, on est d'accord. Pour la rendre un peu plus concrète, on va explorer deux métaphores très parlantes. La première, c'est la radio. Imaginez que le cerveau soit un poste de radio. Si vous cassez les circuits, la musique s'arrête. On pourrait donc conclure un peu vite que la radio produisait la musique, mais on sait bien que non. Elle ne faisait que capter un signal qui existait déjà dans les airs. Et si le cerveau fonctionnait pareil? S'il n'était qu'un récepteur, une sorte de filtre qui capte et module un champ de conscience bien plus vaste que lui. Les implications d'une telle idée sont immenses. Ça voudrait dire que le signal, la conscience, existe indépendamment du cerveau, et que la mort du cerveau ne serait que la destruction du récepteur, pas de l'émission elle-même. Une deuxième métaphore tout aussi belle nous vient du philosophe Alan Watts. Dans cette vision, la conscience universelle est un océan infini, et chaque conscience individuelle n'est qu'une vague, une forme temporaire que prend l'océan, mais qui n'en est jamais réellement séparée. La vague naît de l'océan, et à la fin, elle y retourne. En fait, elle est l'océan tout le temps. Alors, le point crucial de tout ça, c'est que ce n'est pas juste une question abstraite pour philosophes. La réponse change radicalement la façon dont on perçoit sa place dans le cosmos. Sommes-nous des machines biologiques complexes apparues un peu par hasard,
Ou sommes-nous des expressions fondamentales de l'univers lui-même? L'univers en train de faire l'expérience de lui-même à travers nous? Bien sûr, la réponse définitive, personne ne l'a. Mais la question, elle, reste entière. Si la conscience, ce n'est pas quelque chose qu'on a comme on a un corps, mais quelque chose qu'on est fondamentalement, qu'est-ce que ça change au fond à l'expérience de chaque instant? Cette interrogation sur notre nature profonde nous amène naturellement à approfondir ce que les chercheurs appellent la grande énigme. Approfondissons maintenant ce casse-tête qui se situe à la frontière de la biologie et de la physique. La conscience, c'est sans doute la chose la plus familière qui soit. C'est ce qui nous permet de vivre, de ressentir, d'exister. Et pourtant, c'est peut-être le plus grand mystère qui reste à la science. Un véritable casse-tête, à mi-chemin entre la biologie et la physique, et qui nous force à nous poser des questions assez vertigineuses sur la nature même de la réalité. Alors pour tenter de percer ce mystère, il faut tout de suite faire une distinction, c'est crucial. Il y a en fait deux types de conscience. D'un côté, on a ce qu'on appelle la conscience d'accès. En gros, c'est la capacité de notre cerveau à jongler avec les informations pour réagir, pour prendre des décisions. Mais de l'autre côté, il y a la conscience phénoménale. Et là, c'est tout autre chose. C'est l'expérience subjective. C'est l'effet que ça fait de voir du rouge ou de se sentir heureux. C'est toute la différence entre un ordinateur qui peut identifier la couleur rouge et un être humain qui ressent la couleur rouge. Voici donc le programme. On va d'abord explorer ces deux visages de la conscience. Ensuite, on verra ce que la science arrive à expliquer et là où elle se heurte à un mur, le fameux problème difficile. On se demandera si la physique pourrait nous donner un coup de main et on terminera sur ce fascinant mystère qui reste entier. Allez, on plonge dans cette dualité. D'un côté, la conscience comme une sorte de superprocesseur, une fonction, un outil qui traite les données. Et de l'autre, la conscience comme une expérience pure, une sensation intérieure. C'est vraiment ces deux aspects qui sont au cœur de toute l'énigme. Alors commençons par ce que la science sait faire, ce qu'elle arrive à expliquer. C'est ce qu'on appelle un peu ironiquement les problèmes faciles. Bon, arrêtons-nous un instant. Il est crucial que nous comprenions parfaitement les deux distinctions que nous avons abordées un peu plus tôt. Je vais les répéter et je l'assume totalement. Pourquoi? Parce que la force de la répétition est extraordinaire. C'est ce qui transforme une simple information en un véritable réflexe. Alors, on s'y replonge pour être sûr que les bases soient solides. Attention, quand on dit facile, ça ne veut pas dire que c'est simple, loin de là. C'est juste un terme technique pour dire que ce sont des questions auxquelles on peut imaginer trouver une réponse en étudiant les mécanismes du cerveau. L'idée, c'est de faire une sorte de cartographie, comment les neurones s'activent pour qu'on puisse faire ci ou ça. Et sur ce terrain-là, il faut dire que les progrès sont spectaculaires. Par exemple, on comprend de mieux en mieux comment notre cerveau fait la différence entre deux sons, comment il arrive à fusionner ce qu'on voit et ce qu'on entend pour nous donner une image cohérente du monde, ou même ce qui se passe au niveau des neurones quand on s'endort et qu'on se réveille. Tout ça, au fond, ce sont des mécanismes qu'on peut étudier. Il y a même une théorie assez influente, celle de l'espace de travail global, qui propose une image. Une information deviendrait consciente, non pas dans un petit coin du cerveau. Ça la rendrait alors disponible pour la mémoire, le langage, l'action. La conscience, ce serait donc cette fonction de diffusion et de partage à grande échelle. Mais voilà, une fois qu'on a expliqué toutes ces fonctions, tous ces mécanismes, on se heurte à un mur, un problème d'une nature complètement différente, le fameux, le redoutable problème difficile. Et la question est presque d'une simplicité désarmante. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça produit quelque chose de l'intérieur? Un ordinateur peut parfaitement traiter des données d'un capteur de pression et conclure « dommages physiques détectés », mais il ne ressentira jamais de douleur. Alors pourquoi notre cerveau lui génère la sensation de douleur? Ce gouffre, ce vide entre les deux porte un nom, c'est le fossé explicatif. D'un côté du fossé, on a le monde objectif physique, des neurones qui s'activent, des molécules qui se baladent, on peut mesurer tout ça. Et de l'autre côté, on a l'expérience subjective à la première personne, le j'ai mal. L'exemple classique pour illustrer ça, c'est celui de la chauve-souris proposé par le philosophe Thomas Nagel. Imaginez qu'on sache absolument tout sur le cerveau d'une chauve-souris, sur son sonar, sur la façon dont elle perçoit le monde. Même avec toutes ces connaissances, on ne saura jamais, mais alors jamais, ce que ça fait d'être une chauve-souris, de voir le monde avec ses oreilles. Cette expérience vécue est totalement privée et inaccessible depuis l'extérieur. Alors, face à ce mur, forcément deux grands camps s'opposent. D'un côté, il y a ceux qui disent que l'expérience subjective, ce qu'on appelle les qualia, est un phénomène bien réel et que la science doit trouver comment l'expliquer. Et de l'autre, on a les illusionnistes. Eux, ils avancent une idée troublante, et si ce problème difficile n'existait pas vraiment, si on arrive à expliquer toutes les fonctions du cerveau, le problème disparaîtra de lui-même, car ce sentiment d'avoir une expérience intérieure ne serait finalement qu'une sorte d'illusion utile.
Puisque les neurosciences semblent coincées, certains chercheurs changent complètement de perspective et se tournent vers la physique fondamentale. L'idée, c'est que la réponse n'est peut-être pas seulement dans la façon dont les neurones sont connectés, mais dans des lois bien plus profondes de l'univers. Et là, on entre dans des théories assez audacieuses. Il y en a une, par exemple, qui suggère que la conscience ne viendrait pas des neurones eux-mêmes, mais du champ électromagnétique global généré par le cerveau. Une autre, la théorie de l'information intégrée, tente de créer une mesure mathématique de la conscience. Et puis bien sûr, il y a les hypothèses quantiques qui sont les plus spéculatives. Il faut être clair, ces théories sont très controversées et on est loin, très loin d'un consensus scientifique. On arrive au terme de ce voyage un peu vertigineux. Alors, où est-ce qu'on en est finalement ? Eh bien la conclusion, c'est que la conscience reste une quête totalement ouverte. C'est l'un des derniers grands continents inexplorés de la science moderne. Face à une telle difficulté, certains ont même adopté une position un peu radicale qu'on appelle le mystérianisme. L'idée est simple. Notre cerveau a évolué pour nous aider à survivre, à chasser, à interagir, mais pas forcément pour comprendre sa propre nature. On serait donc peut-être biologiquement incapable de résoudre ce problème. Un peu comme un chien est incapable de comprendre la physique quantique. Notre cerveau aurait tout simplement ses limites. Mais bon, ce serait un peu pessimiste de s'arrêter là. Après tout, l'histoire des sciences est remplie de mystères qu'on pensait absolument impénétrables et qui ont fini par être résolus. Avant qu'on découvre la structure de l'ADN, l'origine de la vie elle-même semblait relever de la magie, être totalement hors de portée de la science. Aujourd'hui, c'est la base de la biologie moderne. On se retrouve donc avec la question finale, la plus fondamentale de toutes. Est-ce que la conscience est simplement une fonction qui émerge de la complexité de notre cerveau, une sorte d'heureux accident de l'évolution, ou bien est-ce que est une propriété fondamentale de l'univers, quelque chose qui est tissé dans la fabrique même de la réalité et que notre cerveau ne saurait que capter? Pour répondre à cette question, il est temps de consulter les cartes que l'humanité a dessinées au fil des siècles. Voyageons maintenant à travers les différentes cultures et époques pour voir comment elles ont tenté de cartographier cet océan intérieur. Cette partie va nous plonger dans un sujet fascinant, les cartographies de l'esprit. On commence fort avec une question un peu vertigineuse, ce sentiment qu'on a tous au plus profond de nous d'être un moi, un individu bien distinct du reste. Et si au fond ce n'était qu'une illusion ? C'est une idée radicale, mais qui n'est pas nouvelle, loin de là. En fait, bien avant de scanner nos cerveaux, des sortes d'explorateurs de la conscience dans des cultures qui n'avaient aucun contact entre elles se sont lancés dans la même quête, cartographier notre monde intérieur. Et le plus fou, c'est qu'ils sont arrivés à une conclusion étrangement similaire. Alors, premier arrêt, ces fameuses cartes anciennes de l'esprit. Et attention, on ne va pas parler de religion ici, mais bien de méthodes d'exploration de la conscience. Et voilà le changement de perspective qu'elle propose. Un vrai 1800 degrés. L'idée, ce n'est pas que notre petit cerveau dans notre boîte crânienne fabrique la conscience. Non, c'est plutôt que la conscience est partout comme un champ fondamental et que nous ne faisons qu'y participer. On continue notre exploration avec le motif de l'unité parce qu'en superposant toutes ces cartes anciennes, il y a un fil rouge qui apparaît, mais alors très nettement. C'est le concept de non-dualité. La non-dualité, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est l'idée que la réalité n'est pas un puzzle de milliards de pièces séparées, mais une seule et même chose. Une conscience unifiée. Et notre sentiment d'être un moi isolé, c'est une construction de notre mental. Une sorte de mirage en quelque sorte. Pour rendre ça plus concret, il y a deux images qui sont parfaites. Dans la tradition indienne de l'Advaita Vedanta, on compare la conscience à l'espace. Imaginez l'espace à l'intérieur d'un pot. Il a l'air séparé de l'espace extérieur, non ? Mais si on casse le pot, on se rend compte que c'était le même espace depuis le début. Seule l'illusion a disparu. Dans le zen, on utilise l'analogie de l'océan. Elle est l'océan qui prend une forme temporaire. Et cette citation, elle résume tout. L'éveil dans ce contexte, ce n'est pas devenir quelque chose de nouveau. C'est juste réaliser ce qui a toujours été vrai. La vague qui comprend qu'elle n'a jamais été autre chose que l'océan. Troisième point qui est absolument crucial, l'expérience passe avant la croyance. Le but de ces traditions n'a jamais été de créer un dogme auquel il faudrait croire sur parole. Non, l'objectif c'était la connaissance directe, celle qui vient de sa propre expérience. Les textes en sanskrit ont même un mot pour ça, anubhava, c'est l'idée de vérifier par soi-même. Un peu comme une démarche scientifique mais appliquée à ce monde intérieur. Et alors, comment faire concrètement ? La méthode proposée, c'est d'abord de simplement regarder le flot incessant de nos pensées sans jugement. Ensuite, d'apprendre à faire la différence entre les pensées qui passent, l'observer, et ce qui observe en arrière-plan. Et enfin, de reconnaître cette présence silencieuse, cette conscience témoin qui est toujours là, immuable derrière tout le bruit. Mais attention, il y a un avertissement essentiel qui nous vient du zen. Tous ces mots, toutes ces étapes, ce ne sont que le doigt qui pointe vers la lune. L'erreur serait de passer son temps à analyser le doigt. Le but, c'est de regarder la lune, c'est-à-dire l'expérience directe elle-même. Allez,
On fait un bond jusqu'à aujourd'hui. On va voir comment une hypothèse scientifique plus récente peut étrangement faire écho à toutes ces vieilles idées. La vision dominante en science, c'est que le cerveau produit la conscience. Mais une autre hypothèse existe, moins connue, qui renverse la question. Et si le cerveau ne créait rien du tout? C'est ce qu'on appelle la théorie du filtre. L'analogie, c'est celle de la radio. Une radio ne compose pas la musique. Elle ne fait que capter un signal, une onde, qui existe déjà partout dans l'air. Elle la sélectionne et la rend audible. Si on casse la radio, la musique s'arrête, d'accord, mais l'émission radio, elle, continue d'exister. Eh bien, selon cette théorie, notre cerveau ferait la même chose. Il capterait une sorte de conscience universelle bien plus vaste que lui et la filtrerait pour ne nous laisser percevoir que ce qui est utile à notre survie en tant qu'humain. Notre conscience de moi ne serait alors qu'un tout petit extrait de cette réalité bien plus large. On arrive à notre dernière partie, une invitation à l'exploration. Qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces idées concrètement ? La première chose, c'est de bien voir que ce ne sont pas des réponses, mais des outils. Ce sont des cartes qui nous donnent de nouveaux mots, de nouvelles perspectives pour comprendre notre propre expérience intérieure qui est souvent bien plus étrange et mystérieuse qu'on ne le pense. Au final, toutes ces traditions anciennes comme modernes nous invitent à questionner l'une de nos certitudes les plus profondes, cette fameuse frontière entre moi et le reste du monde. Peut-être elle est juste une construction bien pratique pour vivre au quotidien, mais pas forcément une vérité absolue. Et si cette frontière n'était en réalité qu'un voile cachant une évidence bien plus simple, voyons maintenant comment, au-delà de la théorie, cette présence silencieuse peut être observée ici et maintenant. Et si l'aspect le plus fondamental de notre expérience était aussi le plus simple à observer, c'est ce qu'on va explorer ensemble dans cette partie du podcast. On va s'intéresser à cette présence silencieuse, celle qui est toujours là. Et pour commencer, on va faire une distinction toute simple. Alors, pensez un instant à ce qui se passe dans la tête, ce flot constant de pensées, Les listes de choses à faire, les jugements, les souvenirs, c'est un bruit de fond permanent. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce qui entend tout ça? Il y a bien quelque chose qui écoute, non? Une sorte de silence en arrière-plan qui perçoit tout ce vacarme. Le truc, c'est que la plupart du temps, on est perdu dans nos pensées. On est tellement captivé par cette petite voix qu'on ne remarque même plus l'espace dans lequel elle apparaît. C'est vraiment comme être au cinéma, totalement absorbé par le film au point d'oublier qu'on est juste assis dans un fauteuil. Le but, ce n'est pas du tout de faire taire les pensées, de toute façon, c'est mission impossible. Non, c'est juste de prendre un petit pas de recul, de devenir l'observateur. Imaginez être allongé dans l'herbe à regarder le ciel. Vos pensées, ce sont les nuages. Ils passent. Vous n'essayez pas de les pousser ni de vous y accrocher. Vous les regardez, c'est tout. Et là, ça nous amène à la question centrale. Si les pensées ne sont que des objets qui vont et viennent, alors qui regardent, qu'est-ce qui est conscient de tout ça? On va laisser cette question flotter un instant. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose d'assez surprenant. On a souvent cette idée que la conscience est une sorte de but ultime, un sommet à gravir après des années d'efforts. Mais et si en réalité elle était déjà là? Le fondement même de tout ce qu'on vit à chaque seconde. Ce qui est fascinant, c'est que cette conscience, elle est autolumineuse. C'est comme la lumière qui éclaire une pièce, il n'y a pas d'interrupteur à actionner. Le simple fait d'être en train de vivre une expérience, n'importe laquelle, même écouter cette phrase, eh bien ça prouve qu'elle est déjà là à 100%. Pour que ce soit encore plus clair, il y a une métaphore que je trouve géniale, celle de l'écran de cinéma. Imaginez ça. La conscience, c'est l'écran. Et cet écran, il est toujours là, parfaitement stable. Peu importe si on projette dessus une tragédie ou une comédie, la différence est énorme en fait. D'un côté, il y a le film, nos expériences. C'est un tourbillon permanent de joie, de peine, de drame, ça n'arrête jamais de changer. Mais de l'autre côté, il y a l'écran, la conscience. Et lui, il ne bouge pas. Il est complètement intact quoi qu'il arrive. Il accueille une scène d'horreur avec la même neutralité tranquille qu'une comédie romantique. Et voilà, c'est ça. Cet état d'observation pure qui est toujours disponible, là juste en arrière-plan. On peut appeler ça la conscience nue. C'est juste une présence simple, ouverte, une présence qui ne juge rien, qui ne s'accroche à rien. Elle est tout simplement. Bon allez, assez de théorie, parce que les mots c'est bien joli mais ça ne fait que pointer du doigt. Pour vraiment saisir de quoi on parle, il faut aller voir par soi-même, dans l'expérience directe. Alors ce que je vous propose c'est une toute petite expérience, un petit test à faire ensemble. Là maintenant, c'est super simple vous allez voir. Si vous êtes d'accord, prenez votre index et pointez-le vers un objet en face de vous, n'importe lequel. Regardez bien cet objet, sa forme, sa couleur. Ok, maintenant tout doucement, vraiment lentement, tournez ce même doigt vers votre visage, vers l'endroit d'où vous avez l'impression de regarder le monde. Et maintenant la question qui tue. Juste là, à la source de votre regard, qu'est-ce que vous trouvez concrètement? Est-ce que vous voyez un visage? Un espace ouvert?
transparent à partir duquel tout le reste du monde est perçu. Je sais, ça peut paraître complètement fou, mais la conclusion elle est là. Subjectivement de notre propre point de vue, on n'a pas de tête, on ne voit pas de visage. Ce qu'il y a, c'est cet espace, cette capacité d'accueil pour le reste du monde. Et l'implication de ça, elle est immense, vraiment. Parce que si notre nature profonde, c'est cet espace ouvert, eh bien ça veut dire que la conscience qui est consciente de l'anxiété, par exemple, n'est pas elle-même anxieuse. C'est impossible. L'espace ne peut pas être affecté par ce qui apparaît en lui. Il reste juste témoin. Et ça nous amène vraiment au cœur du sujet. Le but de toute cette exploration, ce n'est pas d'obtenir quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'aurait pas. L'idée clé, c'est de réaliser que cette conscience, cet espace, ce n'est pas un objectif au loin, c'est la nature même de l'instant présent. Et c'est très important de préciser, il n'y a rien de mystique ou de bizarre là-dedans. On ne parle pas d'entrer en transe ou d'avoir des expériences extraordinaires. Non, pas du tout. Il s'agit juste de reconnaître ce qui est déjà là dans l'expérience la plus banale qui soit, comme boire un café ou sentir le vent sur son visage. Il y a une citation qui résume ça à la perfection. On passe sa vie à courir après une liberté future, alors qu'en fait, elle est déjà là. Elle est dans le simple fait d'être sur le chemin, dans la reconnaissance de ce qui est vrai ici et maintenant. Pour le formuler différemment, on peut vraiment faire la distinction entre deux choses. D'un côté, il y a le contenu de l'expérience, les pensées, les émotions, penser à la météo, ça change tout le temps. Et de l'autre, il y a le contexte. Ça, c'est le ciel. Le ciel, lui, il est toujours là, stable, et c'est en lui que la pluie, le soleil, les orages, tout ça, ça apparaît et ça disparaît. Et quand on commence à s'identifier un peu plus au ciel qu'à la météo, eh bien notre relation à l'expérience change du tout au tout. Au lieu d'être en guerre permanente contre chaque pensée, chaque émotion désagréable, on peut commencer à simplement les accueillir, à les laisser être. Alors tout ce qu'on vient de voir, il ne faut pas le prendre comme une conclusion définitive. C'est plutôt une porte d'entrée, une invitation à faire de sa propre vie un laboratoire, à continuer cette enquête par soi-même. Plus important, c'est vraiment de ne rien croire sur parole. Surtout pas ce que je dis, la seule, l'unique autorité qui compte, c'est votre propre expérience, ce que vous découvrez vous-même. Le laboratoire, c'est votre propre esprit, c'est le seul dont on a besoin. Alors, pour terminer, une dernière invitation, essayons pour quelques instants de tout laisser tomber. Tout le côté intellectuel, tous les concepts qu'on vient d'utiliser. Oublions les mots comme conscience, moi, observateur, on met tout ça de côté. Et juste restons avec ce qui est là, simplement, ici et maintenant. Cette sensation toute simple d'être présent. Ce champ ouvert, sans chercher à lui coller une étiquette, sans même chercher à le comprendre. Juste être avec. À ce stade, comment intégrer cette expérience vécue aux découvertes de la science moderne? Pour clore ce voyage, cherchons à réconcilier l'intellect et le ressenti dans une vision unifiée. Nous allons plonger encore au cœur d'un des plus grands mystères qui soit. Un mystère qui nous concerne tous vraiment intimement, la conscience. D'où vient cette impression d'être moi? Vous savez, ce film intérieur qui se déroule en permanence dans notre tête. C'est une question qui fascine l'humanité depuis toujours, que ce soit dans les labos de pointe en neurosciences ou dans les monastères les plus isolés. Alors, en général, le débat se résume à une opposition assez radicale. D'un côté, on a la science moderne qui nous dit « c'est la matière qui crée l'esprit ». Le cerveau, cette machine biologique incroyablement complexe, génère nos pensées, nos émotions, bref notre conscience. Et de l'autre, une idée bien plus ancienne, celle des traditions de sagesse, qui affirme l'inverse, l'esprit est premier, fondamental. La matière ne serait qu'une manifestation de cette conscience. Ok, alors comment s'y retrouver dans tout ça? Pour explorer ce territoire, imaginez qu'on a deux grandes cartes à notre disposition. Déplions-les ensemble. La première carte, c'est celle des neurosciences. Elle est d'une précision folle. Elle nous montre les circuits du cerveau, les réactions chimiques, comment les neurones s'allument quand on pense ou quand on ressent quelque chose. Mais il y a un mais de taille, elle a beaucoup de mal à nous expliquer pourquoi toute cette activité électrique produit l'effet que ça fait de voir la couleur rouge par exemple. C'est ce qu'on appelle le fameux problème difficile de la conscience. Et puis on a la deuxième carte, celle des traditions contemplatives. Et là, on retourne complètement la perspective. La conscience n'est pas quelque chose qui sort du cerveau, c'est plutôt l'océan dans lequel notre cerveau n'est qu'une petite vague. Alors, face à ces deux visions du monde qui semblent totalement opposées, la question se pose, est-ce qu'on est vraiment obligé de choisir un camp, ou est-ce que cette division n'est pas au fond une limite de notre façon de penser ? Eh bien, c'est justement là qu'une troisième voie, une sorte de pont, a commencé à se construire. Ça s'appelle la neurophénoménologie. L'idée, c'est d'arrêter d'opposer la science et l'expérience directe et de les faire dialoguer pour qu'elles s'éclairent l'une l'autre.
une approche vraiment fascinante. Et comment ça marche concrètement? En fait, le principe est à la fois simple et très puissant. On commence par explorer de manière très rigoureuse sa propre expérience, à la première personne. Et ensuite, les découvertes qu'on fait sur soi-même, on s'en sert pour guider l'observation scientifique, celle à la troisième personne, pour la rendre plus fine, plus pertinente. Le but, c'est que les deux approches s'enrichissent mutuellement. On avance. Et maintenant, on va aborder une idée vraiment cruciale. Il y a un piège très subtil dans notre façon même d'essayer de comprendre la conscience. Ce piège, c'est de vouloir traiter la conscience comme si c'était un objet extérieur qu'on pourrait poser sur une table et examiner. Mais comment est-ce qu'on peut observer ce qui est en train d'observer? C'est un peu comme essayer de voir ses propres yeux sans miroir. C'est impossible. C'est ce que certains appellent la clôture cognitive. L'idée, c'est que notre cerveau, aussi génial soit-il, n'est peut-être tout simplement pas fait pour comprendre sa propre nature. Du coup, la question change. Ce n'est plus comment comprendre la conscience, mais plutôt est-ce qu'on peut vraiment la posséder avec notre intellect? C'est comme essayer de saisir de la fumée dans ses mains. Plus on serre le poing, plus elle s'échappe. L'erreur, c'est de croire qu'on peut capturer l'expérience avec des concepts. Et ça, une des découvertes fondamentales des traditions de méditation. Quand on cherche à l'intérieur de soi ce fameux moi, ce jeu qui semble être aux commandes, on ne trouve rien de solide. On ne trouve pas de petit directeur dans le cerveau. Tout ce qu'on trouve, c'est le flux constant des pensées, des sensations, des émotions, bref, l'expérience elle-même. Et c'est là que tout bascule. Le but n'est plus d'avoir ou de comprendre la conscience, mais de réaliser qu'on est cette conscience. C'est un changement radical. On passe d'une quête de connaissances intellectuelles à une simple reconnaissance de ce qui est déjà là. C'est la découverte de ce qu'on appelle parfois la conscience témoin, cette partie de nous qui regarde passer les pensées sans se faire embarquer. Le plus incroyable dans tout ça, c'est que cette idée qui a des milliers d'années trouve aujourd'hui des échos vraiment surprenants dans des théories scientifiques très sérieuses et très récentes. Prenez par exemple la théorie du filtre. C'est une hypothèse qui propose que le cerveau ne serait pas une usine qui fabrique la conscience. Il agirait plutôt comme un filtre ou une sorte de valve de réduction. Il canaliserait une conscience plus vaste, plus fondamentale, pour la réduire à notre petite expérience humaine focalisée sur notre survie. Et ça change tout. Les implications sont énormes. Si le cerveau est un générateur, alors quand il est endommagé ou qu'il s'arrête, la conscience disparaît. Point final. Mais si le cerveau est un filtre ou pour prendre une autre image, une radio, alors si le poste de radio est cassé, ça ne veut pas dire que l'émission de radio n'existe plus. Ça veut juste dire que le signal est brouillé, qu'on ne le capte plus correctement. Et d'autres théories modernes pointent dans la même direction. La théorie de l'information intégrée, par exemple, suggère que la conscience n'est peut-être pas un truc réservé au cerveau, mais une propriété fondamentale de l'univers, un peu comme la masse ou la charge électrique. Et en parallèle, on a des penseurs comme Sam Harris qui nous montrent que d'explorer son propre esprit pour voir que le moi est une illusion. Ce n'est pas une démarche mystique ou bizarre, c'est une enquête parfaitement rationnelle et logique. Bon, on a pas mal exploré avec notre tête, avec les concepts. Maintenant, je vous propose de changer de registre, de passer de la théorie à une invitation un peu plus directe, une invitation au silence. Et c'est très important. Le but ici, ce n'est surtout pas d'adopter une nouvelle croyance. C'est simplement de cultiver une curiosité radicale, une curiosité ouverte pour sa propre expérience. Juste là, juste maintenant. Alors, si c'est possible, prenons juste un instant pour simplement remarquer. Sans rien chercher, sans analyser, juste remarquer ce qui est déjà là. Remarquez simplement que là, maintenant, il y a une conscience, une sorte de présence qui entend ces mots, qui ressent peut-être le contact du corps avec la chaise, qui voit les pensées apparaître et disparaître. Et maintenant, si on essayait de tourner l'attention vers cette conscience elle-même, a-t-elle une forme, une couleur, des bords ? Ou bien est-elle simplement comme l'espace, silencieux et ouvert dans lequel toute l'expérience se déploie ? Il y a une très vieille métaphore qui décrit ça à la perfection. La conscience est comme un miroir. Le miroir reflète toutes les images possibles, des choses belles, des choses laides, des scènes calmes ou agitées. Mais le miroir lui-même, il n'est jamais abîmé, jamais taché, jamais modifié par ce qu'il reflète. Alors, et si le fameux problème difficile de la science n'était pas un mur contre lequel on se cogne ? Et si c'était plutôt un horizon qui s'ouvre ? Une solution qui ne se trouvait pas dans une équation complexe mais dans ce silence, dans cette reconnaissance. On va donc terminer sur cette question. Pas pour y trouver une réponse avec la tête, mais juste pour la laisser infuser. Qu'est-ce qui en ce moment même est conscient de cette expérience ? C'est peut-être en restant simplement avec cette question dans l'ouverture qu'elle crée que le mystère ne demande plus à être résolu, mais simplement à être vécu. Merci d'avoir suivi cette analyse. Merci d'avoir exploré l'invisible avec nous. Si ce voyage au cœur du champ de conscience vous a inspiré, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas, vous êtes les co-créateurs de votre réalité. À très vite pour une nouvelle exploration du champ de conscience.